vous avez devant vous l'entièreté du comité de rédaction des éditions Tristram, des magasiniers, standardistes, comptables, etc., etc., etc. Il n'y a que le graphiste Thierry Dubreuil qui travaille avec nous depuis le tout début des éditions Tristram en 1987, qui n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il est à Brest depuis toujours. Enfin, depuis toujours, depuis très longtemps maintenant. Donc on va prendre un peu des chemins de traverse pour vous parler de Bernard. Mais on va commencer par vous dire comment on a connu Bernard, comment la première rencontre s'est faite. Alors, Bernard, on l'a d'abord connu par Catherine, qu'on a connue au moment où elle travaillait à Lyon avec une maison de diffusion qui s'appelait Ulysse, et qui était le premier diffuseur qu'on avait vu, et qui, au cours de discussion, nous a dit « Ah oui, vous appelez édition Tristram, je m'occupe de traduction avec Bernard Hopfner, évidemment, Tristram Shandy, il aime beaucoup Stern, etc., etc. » Donc la première fois qu'on a entendu parler de Bernard, c'était par Catherine. Et ensuite, on a été toujours très intrigués par cette traduction qui paraissait avec la collaboration entre les deux. Ça nous a toujours intrigués dès le départ. Donc on a d'abord connu Catherine, mais un beau jour, le téléphone a sonné au bureau. Et donc, bonjour, ici Bernard Hopfner, nous ne nous connaissons pas, si ce n'est par voix interposée par Catherine, mais donc je sais bien que vous venez de publier la traduction qu'on a attendue pendant longtemps de Tristram Shandy, qui était une traduction de Laurence Stern du XVIIIe siècle en anglais. Qui avait été une traduction, une histoire au long cours, mais je ne vais pas m'étendre là parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais en gros, Bernard nous dit, donc on m'a appelé, je dois en parler demain à l'antenne de France Culture, et donc je vous appelle pour vous dire que je vais en dire beaucoup de mal, parce que je suis très mécontent que vous ayez publié cette traduction, car cette traduction, c'était moi qui devais la faire, puisque j'ai toujours voulu traduire Stern et Tristram Shandy et quelque chose, enfin, le texte évidemment fondamental de Stern à ce propos. Et donc, comme c'était moi qui devais la faire, ça n'est pas possible que la traduction de Guy Jouvet soit bonne, donc tout ça m'énerve tellement que je vais dire beaucoup de mal de cette traduction à l'antenne. Et donc, je préfère vous prévenir, que vous soyez prévenus, mais que vous ne tombiez pas de haut en écoutant l'émission. Au revoir. Donc, on a eu, alors je vous assure, et on l'a pris quand même un peu au premier degré, quoi. C'était se dire, oh là là, qu'est-ce qui nous tombe dessus? On a écouté l'émission et naturellement, Bernard ne s'est pas du tout livré à cet exercice, c'était une fantaisie qu'il avait faite. Il y avait un fond de vérité, c'est qu'il voulait vraiment, il aurait vraiment voulu faire, ça faisait partie d'un de ses désirs les plus anciens de traduire ça. Donc il y a un texte éminemment difficile. Et évidemment qu'on fait une traduction d'un texte aussi important et dans le contexte qui était le nôtre à l'époque, parce que cette traduction de Guy Jouvet, dont je vais vous dire quelques mots, a fait date, elle a marqué son époque. Ça bouge toutes les opportunités pour, mettons, un demi-siècle. Ce sont des œuvres qui sont tellement difficiles à traduire pour que quelqu'un vraiment se coltine ce genre de truc et y apporte quelque chose de nouveau. Bon, il faut qu'il y ait quand même un peu d'eau qui coule sous les ponts avant que ça puisse réintéresser un nouveau public qui, à un moment, est comblé par quelque chose
qui n'était pas attendu depuis longtemps, parce que les gens ignoraient totalement qu'ils attendaient Sterne et Tristram Shandy, vu que le texte avait totalement disparu des références des librairies depuis fort longtemps. Donc c'est-à-dire que quand nous, on a commencé les éditions Tristram, en référence naturellement à ce texte de Sterne, Tristram Shandy, ce qui nous avait intéressé dans l'affaire, c'était un peu le côté lettre volée du texte. C'est-à-dire Tristram Shandy, pour les Anglais, c'est le classique des classiques. C'est leur Rabelais, c'est un des poteaux d'angle de la littérature anglaise, c'est comme le Quichotte pour les Espagnols, c'est comme... Voilà, et en France, curieusement, donc il y avait la dernière traduction en date était des classiques Garnier-Flammarion, c'était une traduction qui datait de 1942 par Charles Moron. Et au moment où on est arrivé sur la scène de l'édition, donc au tournant 87 à peu près, non seulement personne ne parlait de Sterne, c'est-à-dire que nous n'avions jamais entendu qui que ce soit, c'est-à-dire ni à France Culture, ni chez des professeurs, ni voilà, on n'avait jamais entendu entendu prononcer le mot de Sterne et de Tristram Shandy. Ça avait vraiment disparu des radars. Et en librairie, même le livre de poche Garnier-Flammarion avait disparu de la librairie. C'était une référence absente depuis au moins plusieurs années. Et donc pour nous donner le nom de Tristram Shandy à la maison d'édition, c'était comme la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire un chef-d'œuvre incroyable qui, pour certaines raisons, et pour nous lié au problème de traduction, c'est-à-dire que la traduction précédente de Charles Moron répondait point pour point à tous les poncifs de la traduction de l'époque, c'est-à-dire de la traduction universitaire c'était comme ça qu'on envisageait la traduction. C'est pas tellement un jugement de valeur, c'est simplement pour dire qu'à l'époque était la nôtre, c'était devenu illisible, des traductions comme ça. C'est-à-dire que primait la règle du bon parler, ouais, et nous, il nous semblait que tout ce qu'il y avait chez Sterne d'abord de ne pas obéir aux règles, de tout ce qui prenait la langue vraiment à contre-courant, etc., avait été complètement laminé par cette traduction qui visait peut-être quand même à présenter une langue française qui sonne, qui soit en accord avec les règles du beau français de l'époque. Encore une fois, c'est comme ça. Il n'y avait que comme ça qu'on envisageait la traduction à l'époque. Et autrement dit, que tout le sel de Sterne, et en particulier toute la rapidité, il ne faut pas dire toute la rapidité, c'est plus que de la rapidité, c'est un texte qui va à 100 à l'heure, qui passe du coq à l'âne en permanence, qui est d'un comique inaltérable, avec des jeux d'écriture, du graphisme, voilà, c'est quelque chose qui échappe à toutes les règles. Le Sterne n'arrête pas de dire du début à la fin qu'il faut échapper aux règles, et nous, il nous semblait que la précédente traduction avait totalement écrasé ça, pour rendre ce texte quasiment ennuyeux, ce qui en soi est une performance, rendre Tristram Shandy ennuyeux, et qui pour nous était l'explication à la disparition pure et simple de ce texte, des références et de l'intérêt des gens, parce que tout simplement, ça emmerdait tout le monde. Et au premier chef, les étudiants, les jeunes gens qui auraient pu l'étudier dans les universités en cours d'anglais. Voilà, on en était là. Alors, l'histoire de Tristram Shandy, de la traduction de Tristram Shandy elle-même, c'est un long roman pour nous, puisque il a fallu d'abord trouver le traducteur, donc il s'appelle Guy Jouvet, qui n'est pas un traducteur professionnel, qui nous avait été indiqué par Jean-Michel Rabaté, qui à l'époque était professeur de littérature anglaise, anglo-saxonne à Dijon, un type formidable qui était parti aux États-Unis depuis, et qui nous a dit à Dijon, voilà, il y a l'homme de la situation, Guy Jouvet, quelqu'un qui traduit Sterne et Tristram Shandy depuis l'adolescence. C'est un professeur de philosophie, et c'est l'objet de
sa vie. Il fait ça depuis toujours, et à l'époque, Guy Jouvet avait déjà une soixantaine d'années. Donc on s'est rencontrés. Il a fallu beaucoup parlementer pour qu'il accepte même d'envisager de faire un travail professionnel, c'est-à-dire de rendre un texte pour un éditeur. Il y a mis une condition qui était: je ne veux pas signer de contrat parce que je ne veux pas avoir de contraintes de temps. Donc j'accepte, mais vous me laissez le temps dont j'ai besoin. Et là, les ennuis ont commencé pour nous. C'est-à-dire que le temps est devenu le temps de Stern, et qu'il a fallu des années et des années à Guy Jouvet, non pas pour traduire, parce qu'il avait quasiment fini au moment où on s'est rencontrés, mais il voulait qu'il y ait un appareillage de notes qui remettent tout ça dans le contexte et qui donne la grande explication de Stern et de la littérature de Stern, qui est positivement je ne veux pas dire un dieu, parce que Guy Jouvet n'est pas du tout branché là-dessus. Là, pour lui, c'est l'écrivain des écrivains, c'est, je disais, l'écrivain le plus libre. Donc, ce sont les questions essentielles de liberté chez l'écrivain qui sont fondamentales pour Guy Jouvet. Et une autre de ses thèses, c'est que même la littérature, en tant que telle, est de la traduction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas du langage au départ, et qui doit être traduit en langage. Donc, par quelques bouts qu'on prenne les choses, c'est dès qu'il y a du texte et dès qu'il y a... On est de toute façon dans la traduction, d'ores et déjà. Et donc faire de la traduction de ça, c'est une espèce de mise en abîme. Alors, ces notes, il avait du mal... Alors, le Guy Jouvet, une autre particularité, c'était que pour se mettre dans le temps de Stern et dans la matérialité des choses, il écrivait à la main la traduction. Donc le manuscrit qu'il nous a donné, c'est plus qu'écrit à la main, c'est de la calligraphie. Donc les lettres gothiques, pour faire les lettrines, les italiques en italique, le gras en gras, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les fantaisies typographiques de Stern, les dessins, les bâtons courbés, les ceci, les cela, tout ça fait à la main. Les notes faites en bout de page, en plus petit, comme dans la Pléiade, encore 6 ou quelque chose comme ça. Et quand il avait un repentir ou qu'il devait changer quelque chose, il recopiait la page entière. Voilà. Donc, et ces notes, il avait, donc ça lui permettait de passer beaucoup de temps à la pensée de ce qu'il faisait, mais les choses avançaient vraiment très très lentement. Et l'idée de départ, c'était de refaire Tristram Shandy comme ça avait été fait au XVIIIe à l'époque de Stern, c'est-à-dire en 4 livraisons, en 4 volumes, pour 9 livres. Donc on faisait le premier tome, qui comportait les deux premiers livres. On faisait le deuxième volume 3 mois plus tard, le troisième, et ainsi de suite. Donc en un an, on avait plié l'affaire. Et donc à un moment, Guy Jouvet nous dit, mais ça y est, on a le premier tome, donc ça c'est en 98, on dit, bon, on se lance, souscription. Ça avait passionné les gens, même l'histoire, on a fait, cette souscription a très très bien fonctionné. Et on a dit à Jouvet, oui, mais enfin il faut la suite dans 3 mois, hein, on est bien d'accord, pas de problème. Donc on s'est lancé, on a fait le... Bon, je m'étonne. Vas-y. Avec Stern, on se fait toujours avoir. C'est comme ça. Donc on a fait le premier tome en 98, qui a vraiment fait son effet. Peut-être pour que les auteurs puissent se rendre compte, pour ceux qui n'ont jamais eu ce livre entre les mains, ce premier tome de 98, contenant donc le premier quart du roman, est un gros bouquin de 500 pages, 250 pages du roman de Stern, traduit, et 250 pages de notes en beaucoup plus de caractères. Donc il y avait beaucoup plus de notes déjà en quantité que de textes. Voilà. Alors, et ces notes de Guy Jouvet sont absolument... c'est un art poétique
sont des considérations sur la littérature, il fait toutes les comparaisons, enfin, voilà, Shakespeare, enfin, c'est absolument passionnant, mais alors ça devient totalement infini. Alors donc quand on a fait ce premier tome, et le deuxième tome qui devait venir dans les 3 mois, on a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et alors les représentants, ils tournaient dans les librairies, oh, le deuxième tome, il arrive, c'est pas pour dans 3 mois, c'est dans 6 mois, il y a un peu de retard, etc. Et ça a duré des années et des années, parce que Guy Jouvet mettait au point une note très très importante pour la compréhension du deuxième volume. La traduction était faite, c'était une note sur la Magna Charta, sur l'histoire des droits en Angleterre, puisque tout ça est traité dans Stern. Et sa note, elle faisait déjà 200 pages. Il avait du mal à la terminer, puis il avait du mal à l'articuler avec le reste des notes. Et alors là, on a compris, on a fini au bout de 5 ans par comprendre qu'on était dans un espèce de labyrinthe, que ça n'était pas destiné à aboutir. Donc c'était génial, mais voilà, c'était pas destiné à aboutir. Donc on a précipité les choses, on a demandé à Guy Jouvet, on lui a dit on laisse tomber les notes, on les fera par un jour ou l'autre. Là, on publie que la traduction. Et donc on a fait très rapidement, parce que ça existait, le tome complet, qui à l'époque, de manière... alors nous, on s'y attendait un peu, mais à cette époque, on était jeunes, enthousiastes et naïfs. Donc on y croyait dur comme fer, et on n'a pas du tout été déçus. Ça a vraiment fonctionné comme du feu au feu. Enfin, très très bien. Là, présentement, il y a eu des articles incroyables, et on a vendu. Ça a été un succès de librairie. Donc en 2004, ce sont des choses qui étaient possibles, on en dira peut-être quelque chose, mais ce qui est beaucoup moins aujourd'hui. Et on a quand même inauguré là cette histoire de retraduction des classiques. Ça n'existait pas vraiment en édition à l'époque. C'était assez nouveau de faire ça. C'est-à-dire que notre idée, c'était de montrer les classiques exactement comme un Stern était ultra moderne, comme disait le film Tristram Shandy, il était même post-moderne avant qu'il y ait eu la modernité. Il renverse le temps, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera plus jamais. Et donc on l'a présenté comme un auteur contemporain. Donc il y avait un enjeu aussi éditorial et un enjeu de forcer les mentalités sur la définition de ce qui est contemporain, de ce qui ne l'est pas, et de la manière dont les classiques, même éloignés, peuvent devenir vraiment nos voisins. Et donc c'est dans ce contexte-là que Bernard est arrivé, donc dans un premier temps pour nous faire peur, et ensuite voilà, pour nous dire qu'évidemment Guy Jouvet avait probablement là comblé cette lacune qui était que Stern avait, cet auteur si important avait disparu de la référence française. Et depuis, Tristram Shandy est complètement revenu dans les références. Garnier-Flammarion en a profité pour ressortir sa traduction comme si de rien n'était. Gallimard a toiletté une traduction du 19e siècle. Enfin, tout le monde s'y est mis, quoi, après. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'une des facettes de notre désir en retraduisant les classiques, qui est de faire cette espèce de clash, de rabouter les époques les unes avec les autres. C'est des choses qui nous intéressent le plus dans notre travail. Et d'ailleurs, l'une des choses que l'on a beaucoup répété à ce moment-là, donc en 2004, on a d'ailleurs commencé à le faire en 1998, lorsqu'on avait publié le premier quart du livre, c'est qu'au-delà même de l'extrême modernité du texte de Stern, qui datait bel et bien du milieu du XVIIIe, en 1998 et en 2004, de toute façon, ce que l'on publiait, c'était un texte français contemporain.
car cette traduction, c'était un texte français, ensuite c'est une traduction, et c'était un nouveau texte qui était produit aujourd'hui et qu'on le publiait donc comme de la littérature contemporaine. Et je crois que ce qui a servi la réussite de cette publication, tu le disais à l'instant, c'est que la notion de retraduction, de nouvelle traduction, qui aujourd'hui va de soi et qui est pratiquement devenue un genre éditorial, pour ne pas dire un créneau commercial à part entière. À l'époque, il fallait beaucoup expliquer ce que pouvait être une retraduction et en quoi c'était nécessaire. Tout ce travail d'explication était à faire. Et pour fixer un petit peu les choses, dans deux des principales collections qui publiaient des classiques, c'est-à-dire d'une part la Pléiade et chez Gallimard, et d'autre part la collection bouquins chez Robert Laffont, où donc il y avait une profusion de republications de classiques. C'était, à de très rares exceptions près, des traductions anciennes qui, comme on le disait à l'époque, avaient été toilettées de manière à tenir compte de certains apports de la recherche ou de supprimer des archaïsmes qui étaient devenus trop risibles. Et il y avait une tentation éventuellement de rectifier les choses par des appareils de notes, mais alors pas du tout des notes comme les notes à la fois délirantes et hautement instructives de Guy Jouvet. Donc produire comme ça de but en blanc un nouveau texte et le publier au même titre que n'importe quelle nouveauté, c'était effectivement nouveau. Et dès lors qu'on a réussi à bien expliquer cela et à faire accepter l'idée, ça a attiré l'attention de beaucoup de monde, et ça a sans doute contribué à ce que progressivement la situation change jusqu'à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, où on se demande parfois pourquoi on a une 8e nouvelle traduction de 1984 de Orwell au cours de la dernière décennie. Est-ce que c'est vraiment sérieux et vraiment nécessaire? Non, c'est peut-être la dernière, la meilleure. Enfin, voilà. Je dis juste un mot pour finir sur Stern, parce qu'on va revenir à Bernard. On a continué l'aventure avec Guy Jouvet, qui a traduit pour nous tous les romans de Stern. Donc Guy Jouvet est le traducteur d'un écrivain à qui il a voué sa vie. Et donc on a fait ensuite le roman politique et le voyage sentimental. Et donc c'est le voyage sentimental qui en 2018 a reçu ce prix Bernard Hopfner. Et donc pour nous il y avait une émotion incroyable. C'est-à-dire que la boucle était bouclée. Il y avait une espèce de retour sur finalement, comment dire, Bernard et Stern finissaient quand même par se retrouver. On était très, très, très émus de ça.